Tu t'es déjà posé la question s'il n'y avait pas un peu trop de marketing sur les pièces performance? Genre quand tu vois les 1000 types de freins, les Duritavia, tous ces trucs-là, est-ce que c'est vraiment utile de les acheter? Que c'est vraiment nécessaire pour que la voiture marche mieux? Parce que quand on voit le nombre de pièces qu'il y a, on peut arriver à se poser la question. Eh bien, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te présenter 3 pièces qui sont pas forcément utiles et tu vas voir, pourtant, on nous les conseille tout le temps. Et avec tous les conseils et avis que je vais te donner, au moins, tu auras de quoi réfléchir de ton côté et choisir si tu veux ou pas prendre ça sans t'être fait influencer par du marketing réseau de fou et en fait l'avoir acheté sans vraiment savoir si c'est utile. On va mettre l'accent sur 3 pièces performance qu'on montre tout le temps, mais il y a tellement de pièces à choisir là-dessus que même moi, je suis incapable de savoir à chaque fois ce que j'achète. Donc comme j'ai fait l'erreur de quasiment tout acheter, je vais t'éviter de faire la même chose. On va parler des durites aviation, tu vois, ces petites durites qui se cachent là, tressées en métal avec un petit contour en caoutchouc qui les protège. On va parler de ça parce qu'on le voit partout. Le RBF 600, le liquide de frein compétition et les durites aviation, à quoi ça sert? En deux, on retrouvera les disques de frein, tu vois. Moi, j'ai des freins ventilés, rainurés, mais pas percés, tu vois. C'est des pré-trous, mais en réalité, ils sont pas percés jusqu'au bout. C'est juste pour faire hyper stylé, tu vois. C'est trop classe. Non, pas du tout. Et regarde la poussière de frein que ça fait. On va aussi parler de ça. Donc ça, ce sera la deuxième pièce. Et en dernier, on va te parler d'une pièce que malheureusement, je ne peux pas te montrer parce qu'elle est cachée derrière l'habitacle là-bas. C'est mon turbo hybride. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et qu'est-ce que c'est un turbo hybride? Parce qu'on connaît les turbos, on connaît les gros turbos, mais les turbos hybrides, c'est un peu nouveau. Reste jusqu'au bout de la vidéo et ensuite, tu pourras te faire ton propre avis là-dessus sans te faire avoir par le marketing des réseaux. Avant de commencer la vidéo, un message à l'attention des experts ou professionnels qui maîtrisent bien mieux le sujet que moi. Je tiens à préciser que cette vidéo est basée uniquement sur mon expérience personnelle et mon ressenti. Mon objectif n'est pas de prétendre tout savoir, mais de partager ce que j'ai appris. Il est donc inutile de laisser des commentaires insultants en raison de certains oublis ou raccourcis. Évidemment, en 25 minutes, je ne peux pas aborder tous les aspects en détail. J'ai donc choisi de me concentrer sur les points que je juge les plus importants, ce qui implique de simplifier ou de laisser de côté certains éléments. Cela dit, je reste totalement ouvert à une discussion constructive et à l'apprentissage, à condition que cela se fasse dans le respect et la bonne humeur. Je vous souhaite une excellente vidéo et merci pour votre compréhension. Durite classique versus Duritavia. Alors ça, on le voit souvent, surtout quand on achète des voitures d'occasion. C'est un peu l'espèce de pub que les gens font pour dire que leur voiture elle est super stylée. Ils te disent Duritaviation et souvent avec ça, ils te lient RBF 600. Voilà, ils te mettent ce mot-là. Donc la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Ou alors ils te disent liquide frein compète. Voilà, ils te disent ça. Souvent, quand tu es sur le bon coin, tu vois ça, tu vois Durit Aviation, plus RBF 600 ou liquide compétition. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis, putain, c'est stylé. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. Je me disais, waouh, c'est stylé de fou. Déjà, ça s'appelle aviation, c'est forcément un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est en réalité? Les durites classiques, ça, là, c'est bien représenté. Hein, commencez pas à dire que c'est mal fait. C'est une durite en caoutchouc, voilà, classique, comme on retrouve en durite classique. Donc ça, c'est du caoutchouc. Et elles, pourquoi je les serpentais comme ça? Parce qu'en réalité, les durites aviation, elles sont tressées en métal. Donc là, on s'imagine que tout autour, il y a une petite tresse en métal de protection qui est autour du caoutchouc. Donc évidemment, à l'intérieur, c'est du caoutchouc, mais autour, tu as la protection en métal. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir des durites avia comparé à des durites classiques? Ici, dans les deux cas, hein, vous retrouvez le liquide de frein classique, donc on appelle ça du DOT 3 ou du DOT 4. Classiquement, c'est ça qu'on met dedans, hein, c'est un liquide de frein, il sert à être compressé et à pousser les plaquettes, et il peut encaisser certaines températures de chauffe, ce qu'on va voir de suite. Ici, qu'est-ce que vous avez au bout? Bon, je vous épargne tout le système de freinage réel, mais on va dire que là, vous avez votre pédale de frein, sur lequel vous mettez votre pied, et arrivé en bas ici, vous avez quoi? Vous avez vos plaquettes de chaque côté, là, avec soit un piston qui pousse les deux et c'est des coulisseaux qui renvoient la force en opposé, soit vous avez un piston ici, ou par exemple 6 pistons, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous appuyez ici avec votre pied, ça compresse ce liquide, lui il est dans une gaine, donc il est poussé, il arrive ici, il pousse vos plaquettes, et là au milieu vous avez votre disque, tac, et lui il est pincé, et il est bloqué, et c'est comme ça que ça freine. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? À force de freiner, là, il y a énormément de chauffe parce que c'est en friction avec le disque. Donc là, forcément, votre liquide, il est stocké un peu ici, le liquide de frein, stocké là, et après, il est stocké dans votre gaine. En fait, à force de venir ici, de faire des échanges avec les pistons et revenir, il chauffe. Lui, il chauffe beaucoup. Vous lui demandez beaucoup, vous freinez. Donc tout ce système-là devient très chaud. Qu'est-ce qui se passe? Le liquide aussi, là, à l'intérieur, devient chaud. Il commence à avoir une certaine température. Le caoutchouc qui est ici, lui aussi, du coup, il commence à chauffer. Et en fait, au bout d'un moment, quand on freine, la gaine que vous voyez là, eh ben, c'est minime, hein, mais elle commence en fait à se dilater. Donc en fait, elle prend plus de place qu'elle prenait au début. Elle est plus grosse, comme une saucisse qu'on fait trop chauffer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si ici, d'habitude, vous appuyez avec 50 bars de pression,
Voilà, vous avez l'habitude d'appuyer fort, il y a 50 bars. Et bien vu qu'elle se dilate, vous perdez un peu de pression. Donc vous perdez, on va dire, 40. Donc prenez pas les chiffres, je ne sais pas si on est totalement à l'ouest ou pas, on s'en fout. Et donc en fait, vous avez plus que 45 bars de pression dedans. Et du coup, vous perdez en mordant de freinage parce que forcément, ça chauffe, ça se dilate et en plus de ça, ça les abîme quand on monte vraiment en température. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, les gens, ils ont monté des durites aviation. Et ça pallie au fait que ça devient des petites saucisses qui gonflent. En fait, elles peuvent plus gonfler puisqu'elles sont tressées en métal autour et donc elles sont compressées. Donc, évidemment, le liquide chauffe toujours, mais il ne peut plus se dilater. Et c'est là généralement qu'intervient le RBF 600 ou le liquide compète. Alors, si vous avez du DOT classique, que vous faites chauffer énormément, rassurez-vous, vous freinez toujours. Hein. Par contre, ça l'abîme beaucoup plus vite que s'il avait été fabriqué pour monter énormément en température, exactement comme l'huile du moteur. Donc c'est pour ça que les gens mettent du RBF 600 ou du liquide dit compétition, comme le DOT 5.1. Après ça c'est vraiment des explications compliquées parce qu'il y en a qui sont miscibles, pas miscibles, mais on ne viendra pas là-dedans. Mais en gros, voilà pourquoi ils mettent ça dedans. Et en fait, quand ils viennent beaucoup solliciter la pédale de frein et les freins en général, bah déjà ça se dilate plus. En gros, il peut encaisser généralement une température plus élevée. Et pour retrouver ça, vous le retrouvez ici, vous voyez, sur celle-là. Il nous dit ici, voilà, température 245, 160. Bon là je vais pas vous traduire parce que je sais pas parler anglais, mais en gros voilà c'est ces plages. Et par exemple si vous allez prendre du RBF 600, et ben ces plages elles seront beaucoup plus hautes, ce qui veut dire que votre liquide est capable de prendre des températures plus grandes sans être désagrégé. Donc voilà en gros à quoi ça sert ces liquides compétition, le RBF 600 et les durites Avia comparés à des durites classiques. Donc maintenant moi je les ai montés sur ma voiture. Si je dois vous dire la vérité, moi je roule pas fort, je suis pas un gars de circuit, je suis pas un pilote, moi je suis comme tout le monde. Ces durites là, pour le prix que ça vaut, ça, parce que ça c'est généralement le double du DOT 3 ou 4, ça c'est quasiment le double. Franchement, moi, à mon utilisation personnelle, je n'ai absolument senti aucune différence. Ma voiture, je ne l'ai jamais amenée assez haut pour pouvoir freiner, chauffer et que les freins soient brûlants, tout soit brûlant, ça m'est jamais arrivé. Donc peut-être qu'il y en a qui font du col, même en route ouverte, et à qui ça arrive. Moi, à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé et je trouve que mes durites, pour moi, ne servent absolument à que dalle. Bien que, ce qui est bien... Par contre, par rapport à l'origine, c'est que la durite est renforcée, donc on a moins de peur que quelque chose vienne la heurter et la déchire et qu'elle se mette à pisser et que du coup on perde du freinage. Ou avec le temps, bah, forcément comme on vire à droite et à gauche, elle bouge et qu'elle finisse par se craqueler, se déchirer, mais bon c'est pour ça qu'il y a des contrôles techniques, c'est eux qui vérifient. Ou on vérifie nous quand on va en garage. Voilà, moi c'est le seul avantage que je trouve au Durit Avia, c'est qu'en fait c'est plus solide que d'origine. Mais au niveau du freinage, je n'ai senti aucune différence à titre personnel. Par contre, n'oubliez pas que le Durit Avia, ça reste interdit. Et donc, si c'est juste pour se dire qu'avec l'usure, ce sera mieux, je ne sais pas s'il est bien d'être dans l'illégalité juste pour ça. Donc voilà, on a fait le tour des durites, on passe à autre chose. Une petite pause de quelques secondes pour vous dire que si vous aimez ma vidéo, prenez le temps s'il vous plaît de mettre un petit like et de s'abonner. Ça me permet de savoir si les gens sont vraiment intéressés, si ça vous plaît. D'ailleurs, je réponds à tout le monde en commentaire, n'hésitez pas. Il y a aussi mon Instagram si vous voulez me parler en privé ou vous avez des questions ou autres. Et en plus de ça, je vous ai mis un petit lien dans la description. C'est un e-book de 10 pages totalement gratuit où il n'y a rien à vendre après, je ne vais pas vous renvoyer vers une page de vente ou autre, c'est vraiment 100% gratuit, j'ai pris mon temps pour vous faire un truc très propre, ça vous parle des stages, des pièces performance, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez même l'imprimer comme un petit livre, et voilà, c'est 100% gratuit, et je vous dis à de suite dans la vidéo. Les disques de frein, alors là on voit de tout, on entend de tout, et il y a vraiment plein de choses à savoir sur les disques de frein. Alors là, ce que je vous ai représenté, je vous le mettrai à l'écran parce que je ne sais pas écrire et ça va être horrible pour vous. Là vous avez des disques complets, classiques, comme ceux-là par exemple, disques en métal, donc d'une seule pièce. Là, vous avez des disques classiques, mais rainurés. Ensuite, ici, vous retrouvez du rainuré percé. Et ici, on retrouvera les disques sur bol flottant. Ça, je reviendrai dessus. De toute façon, je vais en parler de tout. Mais ça, c'est les plus performants, c'est le mieux, c'est les disques sur bol flottant. Alors, en premier lieu, on retrouve les disques classiques. Donc ça, c'est un disque classique. Il n'a absolument rien. Bon, ça, c'est un disque arrière. Hein. Mais il n'a absolument rien du tout. Donc là, vous retrouvez le disque classique avec sa monomatière d'un seul bloc. Et il n'a rien. Ça, c'est souvent des disques arrière parce que maintenant, les disques avant sont ce qu'on appelle ventilés. Alors, qu'est-ce que c'est ventilé? C'est deux disques l'un derrière l'autre et en fait, au milieu, ça ressemble à ça. Et vous avez des petites ailettes et quand ça tourne, en fait, ça rejette l'air. Je vais vous mettre ça en photo pour que vous compreniez mieux. Voilà, la fumée que vous allez voir à l'écran là,
c'est en gros, il faut partir du principe que c'est l'air qui est autour de vous et elle est éjectée de cette façon-là. Donc tous les disques à l'avant sont ventilés maintenant quasiment. C'est hyper rare de retrouver des disques pleins comme ça ou alors c'est vraiment sur des petits véhicules. La plupart sont ventilés. Pourquoi à l'avant? Parce que à l'avant, donc vous avez vos roues, tac, avant, roue arrière. Voilà, ça c'est un coffre. Ça c'est une petite voiture. Ça c'est un capot. Voilà, on va mettre un aileron de GTR. Voilà. À l'arrière, généralement, c'est 20% de freinage. Et à l'avant, vous avez 80% du freinage. D'où le fait qu'à l'arrière, en fait, c'est rare que même d'origine, ils mettent des gros disques. Bon, maintenant, sur les véhicules surpuissants, ils le font évidemment, hein, parce que ça peut varier. On peut mettre du 70, 30, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais on va dire d'origine, c'est ça à peu près. En fait, la voiture, il faut qu'elle plonge de l'avant quand vous commencez à freiner. Donc, c'est pour ça que toujours les gros disques se retrouvent à l'avant. Pour revenir sur nos disques, donc la plupart sont ventilés, comme je vous ai montré là. En fait, c'est deux disques qui ressemblent à un sandwich et au milieu, vous avez des ailettes. Et en fait, en tournant, ces ailettes, elles rejettent l'air. Et donc, comme le disque chauffe beaucoup, il chauffe, ben, l'air s'évacue à droite et à gauche, la chaleur. Et en fait, en tournant, ils amassent de l'air, un petit peu le même principe qu'un moulin ou qui récupère de l'eau. Ben, lui, il récupère de l'air, puis rejette l'air chaud en tournant. Et comme ça tourne très vite, ben, ça fait ça. Donc ça, c'est les disques classiques. Qu'est-ce qui se passe avec un disque classique? Toute la surface chauffe, parce que la friction des plaquettes qui vient dessus le fait chauffer, et donc le disque entier chauffe et il a besoin d'être refroidi. Ensuite, on retrouve, là on commence à être dans le stylet de ouf, on retrouve les disques rainurés. Qu'est-ce que c'est les disques rainurés? En fait, si vous le prenez de côté comme ça, voilà, il est droit votre disque, et à un moment vous avez un trou comme ça avec une petite rainure. Voilà, c'est une petite encoche, c'est un peu troué au milieu. Et qu'est-ce qui se passe quand votre plaquette, en fait, elle vient appuyer dessus? Voilà, là. Ici, c'est du matériau friable, donc elle vient, elle appuie, et en fait, elle est raclée. Et ben, ici, vous avez un dépôt de poussière qui se fait sur votre plaquette là. Et en fait, en ayant ces petits trous, et ben, la poussière, elle se fait un peu mordre, elle se fait un peu manger, et ça fait que ça nettoie la plaquette. Le désavantage de ça, par contre, évidemment, c'est que ça frotte plus votre plaquette. Hein. C'est comme si vous roulez sur un nid de poule à 130, vous tapez un petit peu avec le pneu. Alors des fois, ça fait rien, mais en tapant, en fait, vous enlevez un peu de matière. Et bien évidemment, lorsque on vient faire ça sur des disques de frein, ça use un petit peu plus vite les plaquettes. Évidemment, ça les gratte un peu plus, donc généralement, on récupère, on freine un peu plus, puisqu'il y a moins de poussière de frein entre le disque et la plaquette. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on fait énormément de poussière de frein, et vous allez voir sur mes pneus, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est totalement dégueulasse en deux freinages. Le truc des rainures, surtout, c'est que ça fait du bruit. Quand vous freinez, ça fait un espèce de... Voilà, vraiment comme si on avait une petite fuite d'air. En fait, en freinant fort et en passant chacun des petits trous là, on l'entend vraiment, je trouve que ça fait du bruit. Donc ça, c'est bien parce qu'évidemment, ça permet d'avoir un meilleur freinage. Ensuite, on retrouve les disques rainurés percés. Alors ça, c'est le style ultime, on le voit, c'est trop beau. Quand il est énorme, le disque, c'est vraiment joli. Mais il y a quelque chose à savoir sur les points que vous voyez là. C'est qu'en fait, d'origine, c'est un disque classique et il y a une machine qui vient percer comme si vous percez vous-même avec un forêt. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que déjà d'une, les petites poussières, elles peuvent s'évacuer par les trous. Et de deux, ça dissipe encore la chaleur. Et de trois, même si c'est minime, ça enlève un petit peu de poids, forcément, on enlève de la matière. Le problème, et ce que j'aime pas du tout avec ces petits trous, bien que ce soit hyper stylé, c'est que je vais vous montrer des photos. Ça arrive, en fait, ça se fissure des fois avec la chauffe. Ça crée des points de faille, en fait. Un disque complet a moins de faille qu'un disque avec des trous, forcément. Et donc, ça fait des petites fissures qui remontent comme ça. Hein. Je vous ai mis l'image, mais ça fait des petites fissures qui remontent. Et ça fragilise les freins. Donc, en réalité, percer, moi, à titre personnel, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. Alors peut-être qu'il y a des gens qui auront des contre-arguments incroyables là-dessus, mais moi, à titre personnel, je déconseille vraiment les percer. Rainurer, c'est joli, et forcément, je pense que ça a vraiment son intérêt. Percer, autant, je trouve que c'est nul, et en plus, plein de fois, ça a été dit, plein de fois, ça fragilise les freins. Donc voilà, surtout si on vient faire des grosses chauffes. Et en dernier, on retrouve ça, alors ça c'est le summum, et c'est vraiment la vérité, c'est les disques sur bol flottant. Alors qu'est-ce que ça veut dire bol flottant ? Parce que quand on le dit comme ça aussi, ça pète. Et en fait, c'est que l'axe ici, il est dissocié du disque autour. C'est-à-dire qu'en gros, là, il y a des vis, c'est vissé, et vous pouvez par exemple dévisser ici et sortir juste la partie disque autour. Quant à un disque classique comme celui-là, quand on l'enlève, on retire tout en même temps, c'est une seule pièce. Quel avantage ça a ? Le disque, quand il chauffe, il ne peut pas donner toute sa chauffe au disque entier. Et on sait forcément, comme un radiateur, plus une pièce chauffe, plus il y a de matière qui chauffe, plus elle reste chaude longtemps. Donc le fait que lui, il ne transmette pas la chaleur ici, ou alors beaucoup moins, parce que forcément, c'est pas lié, là, vous voyez, là, c'est de l'air.
c'est attaché ici, 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 mais là, à chaque fois, en fait, c'est vide, c'est un creux. Et on appelle ça sur bol flottant parce qu'on a l'impression que le disque flotte. Et donc souvent, ça, c'est le top du freinage. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, moi, j'ai déjà essayé sur les 308 GTI. Bon, eux, c'est du 380 mm avec du 6 pistons, si je ne me trompe pas, donc ça arrache. Bon, après, il y a le système de freinage qui suit, mais c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ça évite la chauffe. En plus, souvent, c'est du rainuré, on évite du rainuré percé. Et donc, vous avez vraiment un freinage optimal avec ça. C'est vraiment le top du top. Par contre, ça coûte très, très cher. Donc voilà, ça, si on veut vraiment le top, c'est de monter du bol flottant. Après tout ça, là, franchement, honnêtement, je trouve que c'est du gadget. Bon, si vous avez des disques pleins, vous pouvez passer en rainuré, c'est un peu stylé tout ça. Mais mettez pas des millions dans du rainuré percé où des fois il y a 200 € d'écart pour rien, parce qu'en fait, ça fait rien du tout. Moi, à titre personnel, je trouve que ça change rien. Donc après, je déconseille, ne conseille rien, hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste pour vous dire, faites attention. De toute façon, le plus important, c'est qu'il soit ventilé. Ça, c'est obligatoire. Il faut que votre disque soit ventilé au milieu et qu'il y ait ces petites ailettes qui rejettent l'air. Ça, c'est vraiment le truc obligatoire. Ventilé, et après, si on veut styler, rainuré, et si on veut le top du top, ventilé, rainuré, sur bol flottant, et là, on freine, on s'arrête sur 1 mètre. Non, je rigole, on s'arrête pas sur 1 mètre. Les turbos hybrides, alors ça, on entend beaucoup et c'est récent parce qu'avant, on le faisait pas trop, alors on n'en parlait pas. Qu'est-ce que c'est un turbo hybride? En gros, c'est un turbo qui est d'origine, on va dire voilà, il est d'origine comme ça, donc là, ça c'est de la matière, ça c'est un turbo, hein. Commencez pas à dire que c'est pas un turbo. C'est un turbo, vous avez votre turbine à l'intérieur. Là, qu'est-ce que j'ai représenté? Ça, c'est la turbine qui souffle l'air, donc ça tourne dans ce sens-là, hein. Ça, c'est celle qui souffle l'air, donc là, on est dans la gaine d'admission. Donc là, on est dans l'air neuf qui va aller au moteur sous pression. Donc voilà, elle va vers le moteur, mais avec de la pression. Et ici, on retrouve l'échappement. Donc voilà. Et en fait, plus on accélère avec notre pédale ici et notre petit pied, plus on accélère ici, plus là, on a des gaz d'échappement. Et plus elle se met à tourner très très vite. Là, on sort, hein, on va au pot d'échappement, on fait des belles flammes. Voilà, ça c'est des flammes super tuning. Donc en fait, plus on accélère, plus on envoie de gaz, plus elle se met à tourner très vite. Et comme elle est sur le même axe, bah elle tourne très vite. Plus elle tourne vite, plus elle compresse de l'air. Donc imaginons que vous accélérez à 10% ici. Là, avec votre pied, elle tourne, on va dire, à 10%. Là, vous sortez allez, 0,3 bar de pression. Voilà, vous avez 3 bars. Maintenant, quand vous accélérez à fond, vous êtes à 100%. Tac, elle tourne très 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 vite parce qu'il y a beaucoup de gaz. Forcément, on monte dans les tours. Donc là, il y a beaucoup de gaz d'échappement qui sortent. Ici, on arrive à 1 bar 4. Voilà. On va dire ça. Bon, on n'est pas loin de la vérité, mais ça dépend ce que vous avez, hein. Il y a des turbos énormes qui souffrent peu de barres, mais ils sortent beaucoup de puissance. Ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, c'est quoi le turbo hybride? Le turbo hybride, c'est d'origine, vous avez ça avec ce qu'on appelle un SHRA, donc on va dire les 2 turbines de chaque côté, plus un axe ici qui est posé sur des petits roulements ou autres. Ça, il y a 15 turbos différents, mais en gros, on garde le principe, il est posé sur 2 appuis. Vous avez votre tigette au milieu et vous avez un filet d'huile. Il y en a que non, mais la plupart du temps, c'est un petit filet d'huile au milieu qui vient refroidir et lubrifier ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut un turbo hybride? On a le même turbo, on l'enlève. Donc évidemment, ça c'est turbo hybride, hein, parce que sinon on change de turbo, on prend un énorme et ça n'a plus rien à voir. Turbo hybride, généralement, ce qu'on fait, vous avez des stages 1, stage 2, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais si vous passez par exemple sur un hybride stage 2 comme j'ai moi, eh bien en fait, ils viennent. Vous voyez là, vous avez votre SHRA, il est de cette taille, on va dire. D'origine, il fait 4 cm. Ils viennent, ils l'enlèvent, donc ils le suppriment, hop. Plus de SHRA de 4 cm. Ici, ils réalaisent, donc ils viennent creuser le matériel. Donc évidemment, il faut avoir de la matière autour, hein. C'est pour ça qu'ils savent lesquels peuvent modifier ou pas de turbo. Et le SHRA, après, ils le mettent, voilà, comme ça. Ils en mettent un qui fait 6 cm. Voilà, 6. Alors que d'origine, il faisait 4. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez un SHRA qui est beaucoup plus gros, donc forcément, il compressera beaucoup plus d'air. Et ici, évidemment, ils changeront aussi. Donc là, ils viennent encore creuser ici, tac, pour que ce soit plus grand. Voilà. Tac. Et lui, bah, ils viennent le mettre plus large aussi, et donc forcément, il prend plus d'air et il tourne plus vite. Après, vous en avez vraiment beaucoup. Il y en a où ils viennent changer ici, ils passent sur des roulements en céramique, donc ils peuvent prendre plus de tours. Ça peut être modifié de 10 000 façons différentes. Mais en gros, quand on vous dit un turbo hybride, c'est le turbo d'origine, c'est le même. Donc moi, c'est un K16. Voilà. Et en fait, ils viennent réaliser, donc ils modifient le turbo d'origine pour lui mettre une plus grosse ailette d'un côté et de l'autre. Donc en gros, ils modifient tout ça. Voilà, ça devient plus gros. La sortie ici aussi, forcément, elle est un peu plus large. Voilà, parce qu'ils sont venus gratter la matière. Mais c'est ça, en gros, ce qu'il faut garder en principe, c'est que la coque, ils la gardent et en fait, ils modifient l'intérieur.
Qu'est-ce qui se passe avec les turbos hybrides? Et il y a beaucoup de gens qui me l'ont fait remarquer, moi je ne le savais pas, hein, donc je ne vais pas faire le grand connaisseur. On me l'a dit, et en fait je me suis rendu compte en recherchant sur des forums, tout ça, que c'était la vérité. Ce qui se passe en faisant ça, c'est que vu que les coques, elles sont faites par exemple pour une certaine taille, une certaine chauffe, le problème c'est que comme ça tourne plus vite et qu'on envoie tout en plus, donc il y aura plus de barres de pression, vous aurez plus de rotation généralement, et bien en fait le problème c'est que la coque là, elle chauffe beaucoup plus que d'origine. Si d'habitude votre turbo il a l'habitude de monter à 500 degrés, voilà, et bien par exemple pour un turbo hybride, vous montez à 600. Donc apparemment, c'est pour ça que ça n'est pas conseillé. Bon, moi j'en ai un et ça marche très bien pour le moment, mais je vous dis ce que j'ai lu partout et ce qu'on me déconseille, c'est de faire ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand vous montez à 600, bah, toutes les pièces autour chauffent beaucoup plus. Avec, il n'y a pas que le turbo qui prend, hein, forcément. Du coup, normalement, les pressions d'huile, du coup, enfin, quand il y a plus de température, il y a plein de paramètres sur lesquels il faut jouer. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ça. On m'a conseillé de faire attention avec ça. Donc moi, pour l'instant, j'en ai un. Je ne vais pas vous mentir, hein, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Surtout que moi, je sors, je crois, 1,8 bar de pression. Alors que d'origine, on est autour d'un 4 ou un 5, quelque chose comme ça. Enfin, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Donc forcément, on a plus de pression. Le SHRA a été modifié. J'ai les photos, hein, je vous montrerai. Il était tout neuf. Mais apparemment, c'est pas le top parce que ça chauffe. Donc voilà, quand vous voyez turbo hybride, faites attention si ça a bien été fait et regardez sur les forums si c'est conseillé. Parce que par exemple, la mienne, moi je me suis même pas renseigné. Et en fait, il y en a plein qui disent que c'est pas conseillé. Donc en fait, j'ai peut-être fait de la merde moi-même. Donc faites attention de ne pas faire la même chose parce que ça coûte quand même de l'argent. J'ai payé 1300 € pour le faire hybrider et le réparer parce qu'il avait une fissure. Et des fois, 1300 €, si par exemple vous vendez le vôtre qui est fissuré ou qui a quelque chose, 200 ou 300 balles en disant qu'il est abîmé, hein, et vous récupérez quand même quelques sous, bah au final, des fois, vous avez juste 500 ou 1000 € d'écart pour avoir un turbo beaucoup plus performant, style un Garrett ou quelque chose. Et en fait, vous sortez des bien meilleures puissances avec un turbo qui ne vous coûte pas beaucoup plus cher, alors que vous êtes fait chier à démonter. En plus, utiliser le même parce que du coup, il réusine, mais il ne change pas toutes les pièces. Il n'y a pas tout qui est changé. Normalement, il change tout ce qui est les petits roulements, tout ça, ça c'est fait. Mais on va dire que la coque d'origine, bah, elle aura toujours, s'il avait 200 000, elle aura toujours 200 000. Tout ce qui est monté dessus a toujours 200 000. Donc faites attention à ça, si vous voyez les turbos hybrides, regardez bien d'abord sur internet si c'est vraiment utile sur ces véhicules, si c'est bien de le faire, et surtout ne vous faites pas avoir parce que des fois ils vous montent des turbos comme ça. En fait, si c'est pour transmettre trop de chaleur et qu'après vous allez tout péter, voilà, renseignez-vous bien et faites pas la même erreur que moi apparemment. Je vous dirai avec le temps si c'est la réalité ou si c'est faux. Mais juste, moi je ne le savais pas, donc je préfère vous le transmettre et vous le dire. Faites attention avec les turbos hybrides. Des fois, c'est mieux de monter un big turbo de fou. Non, il ne faut pas faire ça, c'est illégal. En conclusion, les Duritavia, c'est bien, donc c'est mieux que celle d'origine, c'est la vérité. Mais n'oubliez pas, c'est illégal. Donc si vous en avez la réelle utilité, c'est bien quand même parce qu'on a vu qu'elle ne se dilate pas. Et du coup, monter avec un petit liquide de frein, ça peut être sympa. Après, si on n'en a pas l'utilité, en fait, ça sert à rien. Le liquide de frein, c'est pareil. Si vous tapez pas de fou dedans, faites juste des vidanges régulières. Il vaut mieux faire plus de vidanges avec un DOT 4 que faire moins de vidanges avec un RBF 600. Ça, ce n'est que mon avis. Donc là, vous avez mon avis sur les Duritavia. Voilà ce que j'en pense. Les disques. Alors évidemment, il faut du ventilé, ça c'est sûr, on l'a vu. Le ventilé, voilà, c'est la vie, c'est obligatoire. De toute façon, quasiment tout le temps, les disques longs. Le top, on a vu, c'est sur bol flottant, mais ça reste très très cher. C'est vraiment si vous en avez un grand usage pour faire plonger vraiment bien la voiture et bien mordre. Ensuite, les petits points comme ça, c'est nul à chier. On l'a vu franchement, à chaque fois je reçois des photos de gens qui me montrent des fissures. Mettez pas des petits points comme ça, c'est nul. Franchement, percer, ça sert à rien. Rainurer, c'est très bien, mais vous allez voir, ça siffle un peu. Mais au moins c'est joli, vous avez des beaux disques, c'est beau, de loin ça fait stylé. En plus vous avez des petits dessins, des petits oméga comme ça. Il y en a, ils ont des vaguelettes, il y en a, ils sont agressifs avec des traits. Enfin vraiment c'est stylé. Mais donc voilà, le mieux c'est rainurer maximum, mais allez pas jusqu'à rainurer percé. Enfin moi je conseille pas, et vous avez vu pourquoi, hein, donc pas besoin de faire un débat là-dessus. Le top c'est du ventilé obligatoire, et sur bol flottant si on a les sous de les mettre. Moi c'est ce que je vais essayer de monter en tout cas. Et je vous en reparlerai quand je les aurai parce que je donne mon avis que sur ce que j'ai vraiment essayé. Donc voilà, faites attention avec les disques, hein. Les percés vous avez vu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si vous ne le faites pas chauffer, normalement vous n'aurez pas d'emmerde. Donc les disques, c'est dit. Le turbo maintenant, vous êtes au courant, renseignez-vous avant de faire hybrider votre turbo, ou si vous achetez une voiture avec un turbo hybride, regardez bien si le turbo, par exemple, vous voyez mon K16 moi, ben en fait, d'après les gars qui l'utilisent vraiment et qui l'utilisent sur piste, ils m'ont dit hybrider le K16 c'est de la merde.
Donc voilà, je le sais maintenant, apparemment c'est de la merde. Donc moi je vous donnerai mon vrai avis une fois que je l'aurai cassé. Et vous direz ouais c'est vrai, ça chauffait trop, c'est nul. Ou en fait non, pour l'usage que j'en ai, c'était très bien et au final j'ai pas gaspillé d'argent pour rien. Donc renseignez-vous avant de le rendre hybride. Est-ce que c'est plus intéressant de le mettre en hybride? Est-ce que c'est plus intéressant de changer le turbo? Ou est-ce qu'en fait c'est plus raisonnable même de rester sur son turbo d'origine, c'est moins cher et c'est mieux. Donc voilà ma conclusion. Si ce genre de format il vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je vous en referai d'autres, parce que faire le prof pendant 1 h 30 dans mon garage, si c'est pour que ça plaise à personne, je préfère savoir d'entrée de jeu. Voilà, merci à vous et j'espère qu'au moins vous aurez aimé mon avis dessus et mon avis honnête. Après comme je vous dis, je ne suis pas un expert, je connais quand même bien les pièces, mais je ne suis pas un expert, je ne vais pas vous vendre du rêve, à vous dire ouais c'est le top et tout. Faites votre avis, au moins vous avez plusieurs points de vue là, et je vous donne vraiment mes avis, moi, qui les ai utilisés réellement. Donc je vous donne mes avis, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins là maintenant vous avez un peu plus de savoir, et un réel savoir, pour prendre note et savoir vraiment si vous voulez investir de l'argent dedans, ou en fait si vous suivez tout le monde et que c'était plus gaspillé pour gaspiller. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt, c'était Street Wild.